Bonjour à tous. Nous avons vu lors du premier épisode que l'évolution était principalement le résultat de l'apparition aléatoire de mutations et de l'effet des pressions de sélection sur ces mutations qui vont les avantager ou non. Cela semble simple comme ça, et pourtant on a souvent du mal à comprendre ou à imaginer comment toutes ces variations, ces mutations, ont pu donner naissance au cours du temps à des caractères aussi performants et parfois étonnamment complexes. Cela est dû au fait que l'évolution se joue sur deux paramètres qu'on a du mal, nous, humains, à percevoir. Le temps et les nombres. En effet, ce qui rend l'évolution difficile à percevoir, c'est que ça se déroule sur des durées extrêmement longues et sur des nombres d'individus très grands. Sur des durées extrêmement longues, car il faut énormément de temps pour que des modifications infimes et avantageuses émergent et soient sélectionnées. Et sur un grand nombre d'individus, car les mutations sont très rares et celles qui seront avantageuses encore plus. Le temps. Pour comparer l'échelle de notre vie et de notre compréhension au temps de l'évolution, nous sommes dans le monde d'Harry Potter. Imaginez que toute l'œuvre d'Harry Potter en anglais, et les 7 volumes, représente le temps depuis qu'un être vivant est apparu sur la Terre. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Harry, qui est constituée d'un peu plus d'1 080 000 mots, représente les 4 milliards d'années depuis que la vie est apparue sur Terre. Si nous sortons la toute première page, par magie, on est chez les sorciers, cette seule feuille représente déjà environ 550 000 ans. Les premiers hommes sont apparus il y a 300 000 ans, soit 81 mots. Les Homo sapiens, les hommes modernes, sont apparus il y a 200 000 ans, soit 54 mots. Si on ne compte que le moment où les hommes se sont sédentarisés pour construire la civilisation, c'est 3 mots. Finalement, nous humains, qui vivons en moyenne 80 ans, nous sommes un point, un morceau de lettres qui voulons comprendre une histoire de 7 volumes. Les nombres. En effet, non seulement il faut beaucoup de temps, mais il faut aussi un grand nombre d'organismes, car les mutations sont très rares. Imaginons que ces bâtonnets représentent les individus d'une population d'une espèce d'insecte. Une population. Une grande population. Une très grande population. Dans cette population, on aura la variation naturelle de l'information génétique issue des parents, d'où les couleurs différentes. Et en plus de cette variation normale, différentes mutations existent. La plupart silencieuses dans les conditions normales, mais imaginez maintenant qu'on traite ces insectes avec un insecticide. Eh bien, l'énorme majorité des insectes vont mourir. Quelques-uns vont survivre, certains parce qu'ils auront été se cacher ou éviter l'insecticide, comme les bâtonnets rouges ou jaunes, et certains vont posséder des mutations aléatoires qui vont les protéger des effets des insecticides, comme les bâtonnets verts. Du coup, comme ils sont peu nombreux, ces derniers ont une grande chance de se reproduire entre eux. Et s'il y a un nouveau traitement, les résistants, qui vont survivre, peuvent se retrouver les seuls de la population. Dans ce cas, on a une sélection d'une mutation par l'insecticide qui est la pression de sélection. Car les mutants sont avantagés dans ces conditions et vont mieux survivre et mieux se reproduire. C'est une sélection, mais pas naturelle, plutôt artificielle et involontaire. On parlera d'ailleurs au cours de la prochaine émission de la sélection artificielle.